Bonjour et bienvenue dans Graines de Réhab, un podcast du Centre Ressources de réhabilitation psychosociale. Dans ce podcast, tour à tour animé par des membres de notre équipe, nous vous proposons d'explorer avec nous la réhabilitation psychosociale et l'approche centrée sur le rétablissement. Pour cela, nous donnerons la parole à des personnes concernées, des proches et des professionnels du domaine. Pour cette première saison, on vous propose d'explorer pendant 6 mois la thématique des aidants dans le champ de la santé mentale au rythme d'un épisode par mois. Comment peut-on définir l'aidance ? Comment les proches se sentent-ils accompagnés et écoutés ? Que développent les centres de réhabilitation psychosociale pour constituer les aidants en alliés du rétablissement ? Voici quelques questions qui nous guideront pour ces 6 épisodes thématiques sur l'aide aux aidants. Nous donnerons la parole aux personnes concernées par un trouble psychique ou neurodéveloppemental et à des personnes qui assurent le rôle d'aidant auprès de leurs proches. Nous nous immergerons aussi dans des programmes d'aide aux aidants et dans des centres de réhabilitation psychosociale. Une saison qui, nous l'espérons, vous permettra d'avoir davantage de clés de compréhension sur l'aidance et les outils de réhabilitation psychosociale. Je m'appelle Floriane Todorov, je suis chargée de communication au CRR et pour ce premier épisode, c'est moi qui ai les clés du studio. Je vous propose de partir à la rencontre de Véronique. Avec Véronique, on a été amenés à travailler ensemble, mais surtout on est devenus amis. On échange beaucoup sur les questions du handicap et de ce que ça nous fait vivre. Véronique, elle a tour à tour joué le rôle d'aidante tout en étant aussi entourée d'aidants. C'est ce double regard, aidante et accompagnée, que je trouvais intéressant d'explorer dans ce premier épisode de Graines de Réhab. Alors bonne écoute. J'ai pu être projetée dans le rôle d'aidante. J'aime bien utiliser le mot projeté, c'est quelque chose sur lequel on reviendra, mais c'est un peu quelque chose qui nous tombe dessus. Je suis moi-même concernée par les handicaps, donc on va dire que j'ai des aidants et que j'ai besoin d'aidants. Et puis dans un parcours que j'ai pu faire en tant que père aidante, j'ai aussi rencontré des personnes qui m'ont parlé de cette thématique puisque c'est quelque chose qui revient souvent. Voilà, la place des proches aidants. Et en fait, moi, pour parler de ce sujet, c'est presque plus des questions qui me viennent que des réponses. Parce que, voilà, même si j'ai mon diagnostic de handicap depuis un petit moment, la question des aidants, de l'aide aux aidants, c'est quelque chose qui reste flou, qui pose toujours question. Tout simplement, qu'est-ce qu'un aidant en fait, et qu'est-ce qui définit un aidant ? On parle souvent d'aidants familiaux, mais en fait on ne trouve pas forcément des aidants dans sa famille. Même des fois, il y a des personnes auxquelles on s'attend que ce soit nos aidants, nos aidantes, et pour autant, ça tombe pas comme ça. Et en fait, on se rend compte au bout d'un moment que les personnes qui nous aident le plus sont des personnes de notre entourage, des amis, des collègues, des fois des professionnels de santé. Il y a aussi une question qui revient, c'est est-ce qu'à un moment, quelqu'un qui est aidant peut arrêter de l'être, peut en avoir marre ? Est-ce que ça vient aussi faire basculer un rôle, par exemple quand on est juste le papa, juste le compagnon, la compagne, et qu'on devient l'aidant, dans quel rôle on bascule et à quel point ça peut faire changer un peu la dynamique de la famille. J'ai rencontré des mamans, par exemple, qui ont eu des enfants avec le diagnostic d'autisme, et elles sont devenues presque plus aidantes que maman. Alors elles sont bien sûr toujours maman, mais ça leur ajoute un double rôle. Et des fois, elles ont un petit peu cette impression de flou. Est-ce que là, je suis maman ? Est-ce que là, je suis aidante ? Est-ce que là, je suis la secrétaire du médecin ? Est-ce que je suis la secrétaire de l'instit ? Et en fait, devenir aidant, c'est vraiment, voilà, je parlais tout à l'heure d'être projetée là-dedans. Ça tombe un peu sur la personne sans qu'on l'ait choisi. La personne se présente rarement chez nous en disant « Bonjour, est-ce que je peux être ton aidante, ton aidante ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» C'est plutôt parce que l'enfant, l'adulte, se retrouve dans une situation complexe qu'elle va avoir besoin d'aide du coup. Et puis il y a une forme en fait de responsabilité obligatoire que les aidants ressentent. Alors moi, à une époque j'ai dû être aidante, pareil je m'y attendais pas du tout, hein. C'était dans mon cadre personnel. J'avais déjà un diagnostic pour moi-même. Et en fait, on peut, et c'est souvent le cas, hein, on retrouve ce cas-là, la personne est soi-même impactée par un diagnostic et doit en plus devenir l'aidant de quelqu'un. Quand ça m'est arrivé, j'avais déjà moi à gérer, ce qui était compliqué, et là j'ai dû mettre en fait entre parenthèses énormément de choses, de mon bien-être, de mon temps personnel, pour me consacrer à la personne que je devais aider.
Donc en fait, on bascule comme ça dans un rôle parce que sur le moment, on n'a pas le choix. Et c'est à ce moment-là précis qu'on a besoin d'aide. Et je pense que l'aide aux aidants est très importante à ce moment-là. C'est que d'un jour à l'autre, on bascule, on devient un aidant primordial pour la personne qui en dépend. Et en fait, on sait juste pas comment faire. Donc à ce moment-là, qui on appelle, vers qui on se tourne? Est-ce qu'il y a une notice de vous êtes aidant, vous avez ça à faire? Non, les choses elles sont pas aussi simples et voilà, il y a vraiment un vide en fait. Une personne proche de nous, d'un coup, a des crises, a des besoins, doit être hospitalisée, a besoin de démarches administratives, de remplir des dossiers, plein de choses comme ça du quotidien. Et comment on gère, comment on fait, et surtout comment est-ce qu'on s'oublie pas soi. Parce que ce qui ressort beaucoup dans le discours des aidants, c'est mais en fait j'ai plus de vie, j'ai signé pour être aidant, la personne elle a un travail, la personne elle a des enfants, la personne elle a son appartement à gérer, ses animaux, et par-dessus tout, ben, il y a son rôle d'aidant qui arrive et ça vient tout exploser. Et là, la charge mentale, la fatigue, les capacités cognitives, tout est impacté. Alors évidemment, il y a des personnes qui choisissent ça et qui ont à cœur de le faire et de bien le faire, mais je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment être accompagné. C'est pas parce qu'on est le compagnon, parce qu'on est la femme, le mari, l'enfant, qu'on a ce devoir de faire. On fait des fois le parallèle avec le fait qu'on dit que les enfants doivent s'occuper plus tard de leurs parents âgés, etc. Il y a toujours comme ça un peu ce devoir qu'on doit faire, mais en fait il est défini par quoi, par qui? Est-ce qu'on a le droit de dire non aussi? Moi, dans ma situation personnelle, je sais que il y a des personnes dans ma famille, dans mes proches, qui m'ont dit mais moi je peux pas en fait. Je comprends pas ce que tu vis, ça me dépasse. Je suis pas en capacité de le faire. Et je pense qu'il faut aussi savoir entendre qu'une personne qu'on voudrait, que ce soit notre aidant, ne veuille pas. Et c'est dur parce que des fois, c'est vraiment cette personne-là qu'on voudrait choisir et la personne ne peut juste pas. Ou la personne est mal informée. Il y a aussi des aidants pour qui ça va être très difficile d'aller dans des groupes d'aidants parce qu'ils doivent parler à plein d'autres personnes qui sont en souffrance, plein d'autres personnes qui ont des questions, qui sont fatiguées. Et il y a une espèce comme ça de stigmatisation de bah non, moi j'ai pas envie de rentrer dans cette case de la santé mentale. Ok, je t'aide pour tes trucs, mais c'est bon quoi. Je vais pas aller dans des groupes, je vais pas aller dans un centre hospitalier. C'est déjà assez lourd comme ça. Je t'aide à la maison, mais je vais pas en plus m'inclure dans un groupe. Voilà, c'est un peu les premières idées qui me viennent sur le sujet. Tu mets bien en avant que c'est vraiment important que les aidants puissent être accompagnés. Dans les autres épisodes de la saison, on présentera justement des dispositifs d'aide aux aidants. Au mois de mai, tu sais, la journée du réseau de réhabilitation psychosociale qui réunit les professionnels des centres de réhab, elle traite justement de cette thématique des aidants et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a souhaité faire la première saison de ce podcast autour de cette thématique. Cette journée, elle parle plus spécifiquement de la place des aidants dans le rétablissement. Qu'est-ce que ça t'évoque cette phrase sur la place des aidants dans le parcours de rétablissement? Qu'est-ce qui a été aidant justement pour toi? Mais qu'est-ce qui a pu être difficile aussi dans les relations que tu as pu avoir avec tes aidants? Ah, c'est une très bonne question. Alors c'est vrai que dans ma première partie, j'ai presque plus parlé de la charge des aidants, mais si je devrais parler de mes aidants, sans eux, je pense qu'aujourd'hui, j'en serais pas là où je serais. Il y a des amis auxquels je pense, des proches qui m'aident pour des choses, des fois du quotidien. Ça va être, je vais faire un appel, je vais les appeler, je vais leur faire un vocal, je vais tout simplement leur faire part de ce que je suis. Et en fait, l'aidant, à partir du moment où il a de la bienveillance et un petit peu de la compréhension de qui vous êtes et de vos besoins, c'est déjà énorme. Je dirais que dans ta question, Floriane, qu'est-ce qui m'a aidé, qu'est-ce qui a été difficile, il y a un peu les deux. Il va y avoir les aidants qui vont m'accompagner à des rendez-vous, qui peuvent m'emmener en voiture quand je me sens pas en capacité de conduire, qui peuvent m'aider à m'organiser dans l'administratif, qui peuvent me rassurer quand j'ai des gestions émotionnelles compliquées. Ayant plusieurs aidants autour de moi, et je suis vraiment, voilà, je remercie ces aidants d'être là parce que ça m'aide énormément. Et le fait d'en avoir plusieurs, chacun peut avoir un rôle un peu différent. Il y en a qui vont plus m'épauler sur comment je me sens dans mes émotions, il y en a qui vont plus m'épauler dans le pratico-pratique. Donc ça, c'est vraiment génial. L'autre côté de ça, ça va être les aidants qui se sentent pas forcément en capacité de le faire ou qui ont peut-être pas de connaissances personnelles ou d'expérience sur la santé mentale. Il peut y avoir beaucoup de stigmatisation. Ça va être des personnes qui veulent bien faire, hein, mais qui vont dire
bah allez, là, je sais que t'en es capable, puisque t'as pu prendre le train il y a un mois, je suis sûre que là, tu peux prendre le train. C'est bon, aller à la poste, c'est pas le bout du monde. Tu peux le faire, tu peux le faire. Et avec des encouragements de tu peux le faire, t'es capable, c'est pas vraiment aidant en fait. Pour eux, ça va être un discours qui est encourageant, mais ça va venir invalider des émotions, des peurs, des ressentis, et ça va vraiment aller à l'encontre de ce qui peut être aidant. Ou alors, des fois, c'est juste dans le besoin de compréhension, des personnes qui vont dire mais pourquoi est-ce que tu as la hache, pourquoi est-ce que tu as une carte de priorité, t'es sûr que tu en as vraiment besoin, est-ce que tu penses pas que tu pourrais retrouver un parcours un peu plus classique. Ça, c'est des choses qui font extrêmement mal, et qui pourtant, je pense, partent pas d'une mauvaise intention. Mais à mon avis, ces discours-là aussi, cette stigmatisation, elle est renforcée par l'ignorance de la personne par rapport à nos besoins, par rapport à la santé mentale. Et si ça peut être aidé dans des échanges, des groupes, des associations, toutes ces sortes de choses, je pense que ça peut venir un petit peu consolider les savoirs de la personne et amoindrir les comportements comme ça violents qui peuvent retomber. Mais c'est difficile d'en vouloir à un aidant. Parce que je me dis toujours, la personne, elle a rien demandé. Et en même temps, c'est difficile d'avoir besoin d'aide. Hein, parce que qu'est-ce qui est plus difficile que de reconnaître qu'on a besoin d'aide et de demander de l'aide? Donc ça vient faire bouger plein de choses comme ça qui sont pas naturelles. On n'a jamais signé pour avoir un handicap, on n'a jamais signé pour être aidant. Et au final, on doit faire avec. Et voilà. Ouais, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que tu montres aussi ce côté en fait, c'est pesant d'avoir besoin d'un aidant. Dans mon cas, devoir me faire trimballer à droite, à gauche, quand je suis plus en capacité de me déplacer, devoir dépendre des personnes pour mes trajets, c'est quelque chose qui a été hyper difficile à vivre. Enfin, voilà, c'est des fois difficile aussi d'accepter de l'aide. Il y a des gens qui se retrouvent sans aidant parce qu'en fait, ils ont pas cette. Enfin, c'est trop dur en fait d'aller demander de l'aide et ça vient mettre en péril en fait la confiance en soi, l'ego un petit peu, de se dire voilà, moi mes copains ils sont capables de ci, mes copines sont capables de ça, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Donc les personnes vont quand même essayer, quand même se débattre de certaines choses où en fait elles auraient besoin d'être aidées, mais ça demande du recul, ouais, d'accepter d'avoir besoin d'aide. Je pense vraiment, on aimerait pouvoir se déplacer à droite à gauche tout seul, on aimerait pas. On se sent dépendant en fait, des fois. Et je pense pas que ce soit l'idée hein, de la personne aidée et de l'aidant, mais c'est des choses aussi qui doivent être dites. Le discours qu'ont les personnes qui ont besoin et les personnes qui sont aidants, je pense qu'il faut vraiment communiquer là-dessus. Et que la personne soit toujours enfin, si possible, hein, dans l'échange et l'acceptation. Mais bon, c'est des grands mots et c'est quelque chose qui se travaille. Il y a des jours qui vont être plus durs que d'autres, des jours où ça va être chouette. Puis je pense qu'en plus, j'ai remarqué qu'il y a certains aidants, quand ils se rendent compte qu'ils font bien et quand ils se rendent compte qu'ils aident, ça leur apporte aussi beaucoup. Il y a déjà des personnes qui ont su m'aider alors que je faisais des crises d'angoisse très importantes. C'est pas facile d'aider quelqu'un qui est en crise dans le métro, dans la rue. Quand on m'aide, je dis toujours merci, là, t'as su m'aider. Et on sent que les personnes qui sont aidants à ce moment-là, ça va leur apporter quelque chose. Ça vient apporter de la confiance aussi en eux-mêmes. Et plus on va les guider, plus on va les remercier, plus ça va leur donner envie, je pense. Parce que c'est gratifiant d'arriver à aider quelqu'un, surtout quand c'est quelqu'un qu'on aime, quelqu'un de son entourage. Mais voilà, la notice, elle n'est pas sur le frigo de comment être un bon aidant et à quoi se référer. T'as donné déjà quelques conseils, le fait de, en tout cas, réussir du mieux possible à avoir une bonne communication, le fait de prendre soin de soi en tant qu'aidant. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres conseils ou est-ce que tu as envie de développer un peu ça? Un conseil que je partage souvent avec les personnes aidant autour de moi, c'est de dire, un peu comme on parle on va pas dire que c'est une théorie, c'est quelque chose qui est appliqué, mais entre la maman et le bébé dans l'avion, c'est quelque chose d'assez commun, mais en fait, quand on en reparle, ça vient éclairer pas mal de choses. Quand il y a une dépressurisation dans l'avion, on dit toujours à une maman qui aurait un bébé, les mamans, mettez d'abord sur vous le masque à oxygène pour pouvoir le mettre à votre bébé et vous occuper de votre bébé. La première chose qui viendrait instinctivement, c'est de dire, voilà, il n'y a plus d'oxygène, je vais protéger mon bébé.
parce qu'il est plus fragile, parce qu'il a besoin de moi. Or, la personne la plus responsable, si elle se protège pas elle-même, elle pourra pas aider les autres. Et un aidant qui s'épuise, qui pense pas à lui-même, qui annule tous ses rendez-vous, qui annule des trucs avec des copains, qui annule ses propres courses, elle va finir par s'épuiser et par être mal, donc soit ne plus pouvoir aider la personne, soit le faire peut-être avec de la colère ou de la rancœur. Si la personne qui est aidante, comment dire, comprend qu'elle a ses besoins d'abord et qu'elle admet de refuser, je pense que ça peut venir que consolider en fait l'aide qu'elle pourra apporter à son proche. Si par exemple, je sais pas, si j'ai besoin de mon compagnon et qu'il me dit bah non, là j'avais une soirée avec des copains, alors que j'ai vraiment besoin de lui, bah quelque part, ouais, je vais être un petit peu déçue parce que j'aurais vraiment besoin, mais c'est aussi à moi d'accepter de me dire bah c'est sa vie, il doit prendre soin de lui, si là il peut pas, c'est bien aussi qu'il admette qu'il peut pas, et du coup me tourner vers d'autres aidants s'il y en a, voilà. Mais c'est vrai que je pense que c'est très facile de s'oublier quand on est aidant et de revenir à qui on est soi d'abord. Pour moi, c'est un des premiers conseils à appliquer, même si c'est pas un conseil facile. Ouais, puis on a pu le faire à des moments, même des fois de dire, à des périodes où tu sens que tu vas moins bien et t'es moins en mesure d'aider, d'oser dire, bah écoute, en ce moment, je vais être moins présent, ou etc., de se l'autoriser, ça c'est important. Ouais, c'est ça, ouais. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que tu as parlé de plusieurs aidants, enfin d'avoir finalement un relais. Peut-être de développer un réseau d'aidants et que ouais, l'important c'est pas d'avoir une seule personne référente, mais d'en avoir plusieurs et puis qui vont pas forcément répondre de la même façon à tes différents besoins. C'est ça. Et pour les aidants, c'est aussi l'opportunité d'avoir un peu de repos, en tout cas de pouvoir s'appuyer sur d'autres personnes, quoi. Ouais, j'ai un exemple précis là qui m'est arrivé, c'est que dans ma vie personnelle, donc voilà, mon compagnon qui m'aide à traverser des choses, pour lui le plus compliqué ça va être de comprendre ce qui se joue en termes émotionnels pour moi. Et c'est vrai que comprendre les émotions d'une personne, c'est compliqué pour tout le monde. Voilà, mon compagnon comprend pas toujours comment faire et avoir la bonne solution. Et une de mes aidantes en fait a proposé, parce qu'en plus c'est son métier, elle est psychologue, a proposé de faire le relais. Et plusieurs fois, j'ai dit à mon compagnon, écoute, tu peux l'appeler elle et essayer de lui demander, elle a proposé, elle est ok avec ça. Et lui, il s'est dit, bah là, c'est moi qui ai besoin d'une aidante, du coup, pour mieux aider. Donc les premières fois, il a refusé, et puis récemment, c'est devenu vraiment très fort. Et il m'a dit de lui-même, bah écoute, je suis d'accord, est-ce que ça te dirait qu'on l'appelle, on fasse un appel tous les trois et on voit un petit peu comment gérer. Donc bon, sur le moment, on l'a pas fait parce qu'au final, on est passé à autre chose. Et récemment, il m'a redemandé, et je lui ai dit, bah là en ce moment c'est un petit peu mieux, donc ça va, j'ai pas forcément besoin. Il m'a dit, mais justement, moi je préfère pas attendre que tu sois mal. Et même si là tout de suite t'as pas besoin, moi j'ai besoin en fait. Il m'a dit, là c'est moi qui ai besoin de savoir comment gérer la prochaine crise. Donc en fait, que ça aille bien, que ça aille mal, je suis prêt à le faire parce que ça m'aidera. Et j'ai trouvé ça vraiment fort et vraiment mature d'aller reconnaître qu'en fait c'est lui qui avait besoin et que c'était après pour que moi je puisse en bénéficier et que la dynamique aussi entre nous deux se passe mieux. Et quand c'est comme ça, qu'il y a plusieurs personnes relais, voilà, une personne qui va pouvoir gérer d'aller à des rendez-vous, une personne qui va pouvoir gérer les émotions, c'est tellement un plus. Et je sais que tout le monde bénéficie pas de ça, hein. On peut se retrouver très isolé, à n'avoir aucun aidant, à être coupé de sa famille, à ne pas avoir d'amis ou à être coupé de ses amis. Et c'est là le plus difficile. Quand on a vraiment un réseau de proches autour de nous, et on choisit ses proches, hein, c'est pas parce qu'on a de la famille que c'est forcément notre famille ou autre. Mais c'est vrai que c'est un énorme plus, quoi. Merci beaucoup Véronique d'avoir pris le temps de nous partager ta vision. C'était super intéressant et c'est une bonne introduction à cette thématique des aidants, puisque je pense que tout ce que tu as apporté, ça vient déjà éclairer plein de points qu'on pourra creuser dans les épisodes à venir, donc merci encore. Avec plaisir, merci pour tes questions, c'était très intéressantes et au plaisir de continuer à échanger sur le sujet. Au plaisir, merci. Graines de Réhab est un podcast réalisé par le Centre Ressources de Réhabilitation Psychosociale du Centre Hospitalier Le Vinatier, en partenariat avec le dispositif ZEST. Merci à nos partenaires, la Fondation IF, la Fondation de France et la Fondation Aesio qui permettent le développement de ce type de projet basé sur la prise de parole. Réalisation, Florian Todorov et Enzo Moscatelli.